bon blé mimosa, moi. Merci bien, Claude. Voilà, merci, monsieur. Certains souvenirs de vacances ont des effets ravageurs, parfois pendant des années. Alors que la trêve estivale démarre, quelle chose trappe réserve-t-elle aux politiques? À quelles règles obéit leur communication dans cette période particulière? Et pourquoi rebattent-elles aussi souvent les cartes? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les politiques en goguette, comme ceux qui tentent d'exister, avec nous 4 invités. Bonjour. Gaël Slimane, politologue et fondateur de l'Institut Odoxa. Philippe Guibert, spécialiste en communication et ancien patron du SIG, un service d'information gouvernementale jusqu'à début 2014. Vous avez donc pu observer de près les conséquences de ces bugs estivaux. Philippe Lenchener, spécialiste en communication aussi, vous avez également côtoyé les politiques dans cette période où certains se lancent dans des échappées en solitaire. Et enfin, Isabelle Vera-Masson, sociologue des médias au CNRS, des médias qui ne s'arrêtent pas l'été. Période où l'on voit se mettre en place des stratégies particulières et parfois assez étranges. La plus surprenante, alors qu'on pense que les politiques passent leur temps à communiquer, eh bien l'été c'est parfois l'inverse. Avant la com, on va donc parler, une fois n'est pas coutume, de la non-com, une stratégie qui ne date pas d'hier. En 1993, Édouard Balladur prenait une mesure pendant l'été sur un sujet qui nous concerne encore tous. Juste un décret, publié sans bruit ce matin au journal officiel, en cette fin de mois d'août, mais une véritable petite révolution pourtant. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu la fin de la retraite à 60 ans, avec 2 mesures essentielles. D'abord, l'allongement de la durée de cotisation. Pour une retraite à taux plein, il faudra, à terme, avoir cotisé 40 ans au lieu de 37 ans et demi aujourd'hui. Ensuite, la retraite sera calculée non plus sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années d'activité. Un nouveau calcul qui provoquera en règle générale une baisse des pensions, puisqu'on mélangera davantage les bonnes et les mauvaises années. Alors, l'idée serait-elle qu'une mesure prise au mois d'août suscite moins d'opposition? En tout cas, il est surprenant de voir que certaines décisions contestées tombent au hasard pendant la trêve estivale. Ainsi, en 2008, l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie dans le cadre de son litige avec le Crédit Lyonnais arrive en plein mois de juillet. Cette fois-ci, Bernard Tapie a gagné. Après 15 ans de bataille juridique, il a gagné 285 millions d'euros au titre du manque à gagner et du préjudice moral qu'il aurait subi en 1993 lors de la vente d'Adidas par une filiale du Crédit Lyonnais. On avait une douzaine de procédures qui duraient depuis plus de 15 ans et qui avaient déjà coûté la bagatelle d'au moins 10 millions d'euros d'honoraires à l'État. Et ça allait continuer. Et elle ajoute, à propos de Bernard Tapie, on en fait peut-être un personnage sulfureux. Tout personnage, quel qu'il soit, a droit au respect de ses droits. Voilà, une interview en robe légère et hop, on passe à autre chose. Le hic, c'est que cette décision rendue par un tribunal arbitral court-circuite la justice avec l'aval du gouvernement. Cette procédure contestée sera finalement annulée en 2015. L'occasion pour ses détracteurs de revenir sur le contexte de cet arbitrage dans un documentaire. Après 6 mois de travail mené dans le plus grand secret, les arbitres rendent leur sentence. Elle est rendue publique 4 jours plus tard, le 11 juillet, dans un simple communiqué relayé par l'AFP. Il y a 2 choses qui, pour moi, sont dans la dépêche absolument révélatrices. La première, c'est la date. On est le week-end du 14 juillet, commence le week-end, le viaduc du 14 juillet, le pont viaduc du 14 juillet. Et donc, c'est évidemment pour moi un indice de dissimulation absolue. De ce point de vue-là, je sais qu'il se passe quelque chose. Et quand je lis la dépêche et que je vois le chiffre, alors c'est un scandale pour moi énorme. Voilà, donc si on a bien compris, l'astuce consisterait à passer un peu en douce les sujets qui fâchent quand tout le monde est en vacances. Alors, première question, dans ces cas précis, est-ce payant, Philippe Lenchener? C'est payant peut-être, mais pas pour la raison que l'on pourrait croire. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens sont en vacances. Voilà, mais absolument, parce que, alors bon, moi pour d'autres sujets, c'est-à-dire pour des sujets de grande consommation, je peux vous dire qu'il n'y a pas moins de consommation des médias, ou en tout cas,
à la marge. C'est-à-dire qu'on a réussi des coups extraordinaires sur des marques commerciales en les commercialisant et en les passant dans les médias l'été. Oui, les gens sont toujours à la télévision, etc. Par contre, il se passe un truc, c'est que Hélène, vous-même et vos amis, vous êtes en vacances. Et que ce sont des gens jeunes qui traitent l'information. Car les gens jeunes ne prennent pas de vacances, il faut le savoir. Mais parce qu'ils ont la chance d'avoir cette exposition du coup pendant l'été. Voilà, ils en profitent. Non, et ça veut dire que l'intensité, mais ça veut dire que, mais c'est très important parce que ça veut dire que l'intensité, l'acuité du traitement et le fait de déterrer, de lever le lièvre est moins forte. Et donc c'est là-dessus peut-être. Sur lequel les gens peuvent tabler, sachant que je voudrais bien savoir aujourd'hui, avec ce que sont les réseaux sociaux, si de toute façon cette histoire n'est pas terminée à jamais. Mais pour l'époque dont nous parlons, oui, voilà ce qu'on peut en dire. Ça pouvait être payant, d'accord. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les journalistes peuvent partir en vacances, en fait. C'est ça l'info. Isabelle Vera-Masson. Après, donc, il y a payant ou pas, on y reviendra. Puis il y a aussi sur les stratégies, sont-elles délibérées, selon vous? Là, il y a la volonté de ne pas faire savoir. Et donc, l'idéal, c'est quand même le creux de l'été, ou même si nous regardons les médias, on n'est pas tout à fait aussi mobilisés sur les questions de retraite, sur les questions d'abus. Donc, encore une fois, l'exposition, la réception est toujours sélective. On n'entend que ce qui nous intéresse au moment où on vit quelque chose. Et donc là, on a beau lire, regarder. Bien sûr, la question des retraites, alors que vous sortez de la plage, est un peu secondaire. Alors qu'en réalité, si la même information à un autre moment, ou alors une information sur les méduses, ou sur le soleil, ou sur un produit de grande consommation du type crème solaire, sera beaucoup plus effectivement reçu, donc intégré, donc compris pendant la période d'été. Donc on voit. D'accord, donc c'est l'adéquation entre la préoccupation, voilà. Je me tourne vers le spécialiste de l'opinion à un instant T et la nouvelle qui fait que les retraites pendant les vacances, ça imprime pas, quoi. Tout à fait d'accord. Effectivement, on a une adéquation du sujet, de la thématique, de la présence de journalistes chevronnés pour le traiter, et puis de l'aspiration des citoyens. On peut quand même faire un distinguo sur les deux exemples qui ont été donnés entre ce qui pourrait relever de ce qu'on comprendrait de l'intérêt général. Une mesure sur les retraites, on peut être contre ce type de mesures. C'est quand même des mesures censées, qui sont censées être prises dans l'intérêt général, pour lesquelles on peut trouver très critiquable, enfin moi c'est ce que je pense, mais c'est efficace en tout cas, de le cacher ou de le sortir au creux de l'été, mais on sait qu'in fine, l'objectif poursuivi est un objectif d'intérêt général, même si on a envie que cet intérêt général se fasse sans trop de heurts et sans contestation. Et puis, le cas de l'affaire Tapie, où là, pour le coup, c'est pas l'intérêt général, ça c'est sûr. Le fait de le lancer à ce moment-là, juste avant l'été, est d'ailleurs d'une inefficacité totale, puisque autant la réforme Balladur, il s'en est bien sorti par rapport à d'autres sur un sujet comme celui-là. Autant s'agissant de l'affaire Tapie, on ne peut pas dire que le fait de balancer l'info en douce pendant l'été ait permis que ça passe complètement à l'as au niveau médiatique et que personne n'en parle. Loin s'en faut même. D'accord, pourquoi? Parce que comme dit, voilà, les gens qui étaient à l'affût, il y avait des gens suffisamment à l'affût pour faire sortir l'info. Parce qu'en septembre ça rebondit, en octobre ça rebondit, et parce que cette affaire-là, à partir du moment où certains ont pu penser qu'on avait trahi l'intérêt général dans cette opération-là, eh bien, ça n'a pas pu passer comme ça. D'accord, il suffit de quelques lanceurs d'alerte pour lancer pour employer un mot à la mode. Et c'est pas parce qu'on a esquivé la période estivale que ça ne ressortira pas à l'automne. Dans le cas des réformes Balladur autour des retraites, il s'en est beaucoup mieux sorti. Mais alors, ça pose quand même la question, parce que vous dites, effectivement, réforme douloureuse qu'on pourrait avoir envie de défendre, qu'on pourrait porter, mais qu'on passe quand même en douce. Est-ce que ça peut pas, est-ce que ça revient pas en boomerang à un moment ou à un autre? Et puis ça peut, oui. Là, je crois qu'il s'en est plutôt bien sorti quand même par rapport à cette. Mais c'est très contestable sur le fond. C'est-à-dire que le fait d'éviter un débat public sur un sujet aussi fondamental, si vous voulez, d'un point de vue cynique, comme quand on est supporter de football et qu'on voit une action, un but marqué de la main, on peut dire bien joué, ça a fonctionné, et en même temps déplorer que. Oui, parce que le travail de pédagogie qui n'est pas fait à ce moment-là. Ça n'a pas été fait. Plus tard. D'accord, oui, Philippe Guibert. S'il s'en sort bien, c'est pour deux raisons. C'est que le sujet est très technique, parce que le calcul du nombre d'années prises en compte, parce que c'est ça le cœur de la réforme Balladur, le passage d'une dizaine d'années à 25 ans, est quelque chose dont il faut mesurer la portée sur soi-même. Alors c'est pas du tout évident de projeter sa situation personnelle comme ça sur quelque chose d'aussi technique. Et puis le deuxième point, il s'en sort bien aussi parce qu'il a l'intelligence politique, alors on peut discuter sur le fond, mais il a l'intelligence politique de s'attaquer au privé, qui a une capacité de mobilisation bien moindre, puisque la capacité de mobilisation syndicale, même à l'époque, elle était beaucoup plus forte dans le public. En fait, l'aspect estival,
c'est le monde d'avant, hein, c'est le monde du fax et du JT, 1993. Voilà, c'est ce que disait, vous êtes d'accord avec Philippe Leclerc, avec les réseaux sociaux, etc., c'est plus possible. Là, dans le contexte d'aujourd'hui, avec des pouvoirs, Balladur est très populaire quand même à l'époque. Oui, on est en plus, plein état de grâce. Il vient d'arriver au pouvoir. Mais alors, quand même, ça pose la question, parce qu'on avait ces quelques exemples en tête, on pensait en trouver finalement beaucoup d'autres, et finalement, sur des mesures impopulaires passées l'été, il n'y en a finalement pas tant que ça. De manière pathétique, vous avez chaque année, vous avez eu les hausses, les fameuses hausses de tarifs chaque année. Voilà, les hausses de tarifs, mais d'accord. Il y a une problématique quand même qui me revient, qui est la suppression des exonérations sur les heures supplémentaires à l'été 2012. Ça se fait en plein mois de juillet 2012 dans la préparation du collectif budgétaire, et ça impacte les bulletins de salaire des gens en septembre, à la fin septembre 2012. Personne n'y voit rien et personne ne dit rien pendant l'été. Et c'est dès la fin septembre, début octobre, quand les gens le voient, c'est une cause majeure, fondamentale, de la chute de popularité de l'exécutif et du gouvernement en particulier. Ouais, mais justement, sur ce type de mesures, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a du mal à retrouver des reportages faits l'été, parce qu'effectivement, les mesures passent tellement en douce pendant l'été, qu'effectivement, le sujet émerge en septembre au retour de vacances. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'entend pas parler l'été que c'est absent l'été. Bon, alors après la non-com, on va revenir à la question de la communication, hein, et notamment avec ceux qui profitent de l'été pour être omniprésent. C'est le cas de Manuel Valls en 2013 avec ses images très remarquées dans un élevage de taureaux en Camargue, et surtout en 2012 dans la foulée de l'élection présidentielle. Fin juillet, après le dernier Conseil des ministres, tout le monde part en vacances, tout le monde, sauf Manuel Valls, qui se lance dans une série de déplacements commentés dans un récent documentaire. Oui, c'est la fête populaire, à chaque fois je la retrouve. Cette fois-ci comme ministre de l'Intérieur, je suis venu aussi saluer les 13 000 gendarmes, les 9 000 policiers, les 6 000 sapeurs-pompiers. Manuel Valls en visite au centre de secours des Alpes de Haute-Provence. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, était à Chartres aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur était dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Manuel Valls s'est rendu sur place hier soir. Mois d'août agité pour Manuel Valls. À Amiens, au lendemain de plusieurs nuits d'émeutes, il fait face Honnêtement, si on regarde le planning de cet été, au bout d'un moment, c'était presque caricatural. On a beaucoup parlé de l'été de François Hollande qui était en maillot de bain sur la plage, mais je pense qu'il y avait un effet de contraste. Est-ce qu'il était voulu? Est-ce qu'il était mis en scène en disant, bah voilà, il y a le président en maillot de bain qui se baigne, et moi pendant ce temps, sanglé dans mon costume, je suis sur tous les fronts. Donc effectivement, à un moment, j'ai blagué en disant qu'il y avait un petit chat qui était dans mon platane qui n'arrivait pas à descendre, et ce que je pouvais appeler le ministre de l'Intérieur qui s'occupait cet été-là d'absolument tout ce qui pouvait arriver en France. Et le président de la République m'a dit que oui, je pouvais. Alors, est-ce à dire que François Hollande n'avait pas trop apprécié? Vous nous direz. Reste que cette stratégie ressemblait, du moins à première vue, à celle d'un autre ministre de l'Intérieur, quelques 10 ans plus tôt, là encore, l'été suivant l'élection présidentielle. Il y avait le sable, le soleil et la mer, bref des conditions idéales pour une visite de travail sur un lieu de vacances. Ambiance détendue, on avait demandé aux officiels de laisser la cravate au vestiaire, car quand Nicolas Sarkozy vient sur le bassin d'Arcachon, c'est aussi pour communiquer. Les consignes qui ont été données par le chef du gouvernement, c'est que les ministres soient là où se trouvent les Français, y compris l'été. Les Français sont en vacances, il est normal qu'on soit là. Nicolas Sarkozy n'est pas corse, mais il vient saluer tout le monde. 19 déplacements en près de 48 heures. L'opération séduction ressemble à une course contre la montre. C'est une demi-journée de prise de contact et de présentation en tout genre. Présentez ma femme. Le couple Sarkozy s'accorde une petite pause travail pendant ses vacances à la Baule, et ça ne passe pas inaperçu. Alors d'abord, on va commencer par l'essentiel. Une petite différence sur les tenues. À Arcachon, on remarque que Nicolas Sarkozy est en bras de chemise. À la Baule, il est en veste sans cravate, alors que Manuel Valls, à une exception près, reste en costume cravate, malgré la chaleur quand même perceptible, même à l'image. Alors est-ce son style à Manuel Valls d'être en costume sur la plage, ou alors y a-t-il vraiment un désir de renvoyer une image? Et si oui, laquelle? Alors je me tourne vers d'autres hommes en cravate, malgré la chaleur estivale sur ce plateau aussi. Voilà, vous avez la cravate, allez-y. Moi j'ai la cravate. Sur l'image, le message des deux est clair, et c'est d'une redoutable efficacité dans les deux cas. Cravate ou pas. Cravate ou pas. On est présent, je crois que Nicolas Sarkozy dans votre sujet le dit clairement, les Français sont en vacances, il faut leur montrer qu'on est là, sur le pied de guerre, qu'on se bat pour eux, qu'on les défend.
il y a une vertu sacrificielle de l'homme politique qui sacrifie justement ses vacances, qui peut être même engoncé dans son costume cravate alors qu'il fait très chaud, parce qu'il bosse pour préserver le repos des Français. Alors je dis d'une efficacité totale, puisque quand on s'amuse à comparer à 10 ans d'intervalle, c'est exactement à 10 ans d'intervalle, les popularités des deux ministres de l'Intérieur, mais c'est saisissant. Tous les deux s'envolent dans les sondages, un petit peu avant tout cela, mais confortent, densifient leur popularité au moment de ces périodes où justement ils sont sur le pont. Alors il y a un effet de contraste pour Sarkozy par rapport à Chirac. Est-ce que c'est sur le pont ou est-ce que c'est l'effet de contraste? C'est les deux, ce sont les deux paramètres. Parce que Jacques Chirac, de la même manière que François Hollande 10 ans plus tard, lui, il se la coule douce, si je puis dire, au moment où leurs ministres de l'Intérieur respectifs sont sur le pied de guerre. Et ça, c'est très efficace parce qu'à la fois, il y a le côté « je bosse pendant que les Français sont en vacances » et puis il y a aussi le côté « je travaille pendant que le président de la République, lui, ne bosse pas ». Ouais, voilà, il y a les deux messages. Peut-être un petit mot sur les différences aussi peut-être entre les deux. Là, on a vu les points communs et notamment sur les tenues. La tenue, ça participe je crois que la tenue, elle indique, et c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu sur François Hollande, le désir de communication. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont prises de vous pendant les vacances, presque volées, François Hollande sur la plage, où on verra peut-être les universités d'été, etc. Et il y a des images qui sont faites pour être vues et pour signifier, comme vous l'avez dit, je travaille, je suis un ministre de... D'accord, on met sa cravate parce qu'on sort en représentation. Voilà, la cravate, ça veut dire je communique. La cravate, ça veut dire je suis là pour une bonne raison, maintenant à vous de trouver laquelle. Et je pense qu'il y a aussi dans les deux cas... Ouh là là. Et on est là pour ça. Et je crois aussi qu'il y a aussi de la part des deux hommes l'idée qu'ils sont là parce qu'ils ont un projet ultérieur. C'est-à-dire que les deux hommes sont sur place, absolument, ils ont gagné, et les deux hommes, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur et les deux ministres de l'Intérieur, d'ailleurs j'allais dire une bêtise, les deux ministres de l'Intérieur sont là pour dire je suis là pour l'étape suivante. Absolument. Et donc ils travaillent parce qu'ils ont des raisons de travailler, ils sont plus là parce que ils travaillent pas que pour les Français. Ils travaillent, non, je suis désolée de vous le dire, mais ils travaillent. Il y a des différences quand même. Mais ils ont les deux ont des projets légèrement différents, ne serait-ce qu'en raison de la temporalité, mais je crois qu'ils signalent qu'ils sont là pour l'étape suivante. C'est aussi une stratégie personnelle. L'un veut être Premier ministre, l'autre veut être président de la République. Dans les deux cas, ça veut dire, voilà, ce n'est pas parce que... Les deux veulent être Premier ministre, même à la limite, je pense. Peut-être même, voilà. Mais moi, je connais la fin de l'histoire, là, évidemment, je triche. Oui. Il y a quand même la fonction de ministre de l'Intérieur qui est formidable pour ça, on l'oublie toujours. Parce que quand vous êtes ministre de l'économie ou vous êtes moins on verra qu'il y a d'autres stratégies, on verra. Sur la plage, enfin c'est moins facile. Le point commun entre les deux, c'est que les deux savent depuis longtemps, dès l'origine de leur carrière politique, que la construction d'une relation avec les Français se fait par ce type d'image dans les JT. Qui sont faciles à être prises. Ensuite, il y a leur capacité à incarner la sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2002, on sort d'une présidentielle dont la sécurité a été l'enjeu majeur. Et pour Valls, il y a le fait que la gauche arrive au pouvoir et qu'il faut aussi rassurer les Français sur l'action de la gauche, et à agir notamment. Donc il y a aussi cette dimension-là, au-delà de leur dimension personnelle évidente. Vous disiez qu'il y a des différences, vous entendez là. Il y a quelques petites différences liées au moment aussi. Nicolas Sarkozy, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on vient au moment où, culturellement, il y a un mouvement qui domine aux États-Unis, qui a été créé par des sociologues en Europe, c'est Axel Honneth, aux États-Unis, Houston, qui s'appelle la reconnaissance. C'est-à-dire que, très clairement, le plus haut niveau de la justice et du respect, c'est le fait de vous reconnaître et de reconnaître les choses. Ça veut donc dire qu'il faut être présent physiquement, et le fait d'être présent physiquement vaut pour reconnaissance d'un sujet. De la réalité du en sujet. En abîme, vous avez le contre-exemple à l'époque, il faut s'en souvenir, Dominique Voynet, qui va ne pas venir sur une marée noire, ou qui au contraire va venir un an plus tard et dire « Ah tiens, c'était pas si grave, finalement c'est propre. Ah, quand je pense qu'on pataugeait il y a un an, et souvenez-vous des effets absolument désastreux. Manuel Valls, alors Valls, il y a un petit truc fondamentalement différent. Manuel Valls pèse 5% politiquement dans son parti, aux primaires. Donc lui, le débat, c'est qu'il ne passera pas politiquement. Donc ce qu'il doit réussir à créer, c'est un triptyque légitimité, autorité, crédibilité, qui va faire qu'il veut s'imposer comme étant la seule alternative possible à celui qui, à l'époque, est Premier ministre. Et alors, quand même, un petit mot, Philippe Guibert, c'est qu'on entend Cécile Duflot qui sous-entend quand même avec François Hollande qui lui dit qu'elle peut tweeter sur le petit chat là, coincé dans l'arbre qu'il faut appeler Manuel Valls. On se dit, François Hollande, il n'avait pas trop apprécié. Vous qui étiez au SIG à l'époque, souvenir de cette période? Je crois que François Hollande a été
traumatisé par l'été 2012 et par les images de ses vacances. Les siennes ou celles de Manuel Valls? D'abord par les siennes. Il a été convaincu, on en reparlera plus tard, il a été convaincu que sa chute de popularité a démarré avec ces images, qui est un point discutable. Et puis on peut même discuter sur la raison pour laquelle ces images ont pu impacter sa popularité. Est-ce que c'est parce qu'il était en vacances ou est-ce qu'il était encore dans l'idée du président normal, puisque là il a l'air d'un Français normal en vacances. C'est-à-dire être en vacances, c'est-à-dire qu'il y a une normalité qui va se nicher ailleurs que dans le fait d'être en vacances, c'est ça? Oui, c'est ça, y compris dans son allure, dans son habillement, dans sa façon d'être sur la plage. D'accord, il pourrait être en vacances, mais un peu plus tenu, quoi. Il aurait pu tout à fait. Alors qu'il a du boulot. Ah oui, mais parce que Philippe Guibert disait aussi. Il aurait pu être en vacances d'une autre façon. Voilà, en vacances actives. En vacances actives, il aurait pu être dans une autre tenue. Donc il a voulu jouer à fond son concept de président normal, dont on sait tous qu'il n'est pas fondateur d'une autorité présidentielle. Et donc je crois que François Hollande a été traumatisé de ces images de 2012, d'où sans doute la réaction qu'il a eue vis-à-vis de Cécile Duflot. Et puis ça ne lui a pas échappé que Manuel Valls occupait le terrain pendant ce temps-là. Il y a aussi Valérie Trierweiler. Oui, s'il n'est pas totalement... elle est là. C'est étrange de la voir quand même en vacances. Moi, je crois que ça jouait un rôle. Absolument. C'est la première fois qu'on la voit publiquement avec le président de la République. Et puis on est déjà dans le sa fameux quotidienneté. Exactement. Et donc là, ça signe le caractère négatif qu'on va mettre sur la. Voilà. Et François Hollande qui part quand même en vacances avec elle. Il n'a pas compris ça. Dernier petit mot parce qu'il faut qu'on passe. Un dernier mot pour rebondir sur ce que disait Philippe Guibert. Oui, je pense que c'est traumatisant pour François Hollande cet été 2012 et que c'est un moment important dans la manière dont se construit l'image que vont avoir les Français de lui. Et qu'ils ont encore aujourd'hui. Et qu'ils ont encore aujourd'hui. Mais quand on regarde les courbes de popularité, autant il y a une rupture avec les médias parce qu'ils ne leur donnent rien à manger, si vous me passez l'expression, parce qu'à côté de ces vacances et de ces quelques images plus ou moins volées du président normal en vacances, on a une absence totale de messages envoyés aux médias. Et les médias étaient habitués à être nourris régulièrement toutes les semaines par Nicolas Sarkozy. Une actualité par semaine. Et là, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et c'est le moment où on voit de ces images, mais pas que. C'est le moment où on voit les unes, sont-ils tous nuls? C'est le moment où on a une série de commentaires. En tout cas, oui, les tous nuls peut-être, mais c'est le moment où commence la rupture avec les médias. Et le bashing Hollande commence à ce moment-là dans les médias, mais dans l'opinion, ça ne se traduit qu'après coup. Moi, je pense qu'effectivement, les heures supplémentaires vont y contribuer très largement à la rentrée, à l'automne. Ce dont on a parlé, la mesure sur les heures supplémentaires passées entre guillemets en douce avant de partir en vacances, qui sera dans les médias à la rentrée. D'accord. Donc vous dites c'est pas forcément tant ces images que l'analyse, c'est un marqueur. Mais c'est pas le moment où la réception est faite de plusieurs messages qui peuvent être contradictoires. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le problème des heures supplémentaires. Peut-être qu'on aurait trouvé sympathique de voir M. Bidochon à la plage. Tout cela, non mais c'est un problème, c'est que la réception, elle est entièrement faite en mal quand même. En fonction. Isabelle Baramasson, quand vous choisissez ce mot, on vous soupçonne d'introduire une petite connotation négative. Alors, je pense que c'était pas une image positive. Là, vraiment, je pense qu'on est tous d'accord. Alors, ces sorties estivales entraînent parfois des recadrages assez violents. Cas d'école, là encore, avec Nicolas Sarkozy, qui à l'été 2004 avait une fois encore occupé le terrain, mais d'une autre manière, parce que cette fois, il n'était pas ministre de l'Intérieur, il était ministre des Finances. Après les retraites et l'assurance maladie, le prochain grand chantier du gouvernement pourrait bien être la réforme des 35 heures. Jacques Chirac est d'autant plus attendu sur le sujet que Nicolas Sarkozy lui a coupé l'herbe sous le pied en exposant dimanche dans Le Monde sa vision de l'assouplissement de la loi Aubry. Le ministre des Finances voudrait une société du libre choix où ceux qui veulent gagner plus doivent pouvoir travailler plus. Voilà, mais à trop empiéter sur les plates-bandes de ses collègues, voire du président, ont fini par agacer et créer des incidents. C'est ce qui s'était passé un peu plus tard, le 14 juillet, lors d'une garden party mouvementée à l'Élysée. Le Sarko-show fait recette, mais le ministre des Finances, qui n'a pas dit un mot politique, s'éclipse quelques secondes avant l'interview du président de la République. Quelques minutes plus tard, dans son bureau, le président de la République marque son autorité. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Voilà, même le 14 juillet, cette phrase n'était pas passée inaperçue. Alors cet activisme estival de Nicolas Sarkozy se retrouvera là encore, pile 10 ans plus tard, et là encore chez un ministre de l'économie. Cette fois, c'est Arnaud Montebourg qui, à l'été 2014, se lance dans un festival de propositions et de critiques. Cet appel à la responsabilité des dirigeants
C'est un appel, vous l'avez compris, à l'imagination et à l'abandon des tabous. C'est un appel à combattre le conformisme. C'est un appel à prendre appui sur le courage, dont d'ailleurs nul ne manque au gouvernement. Dans la responsabilité qui m'est confiée dans le ministère que j'occupe, je n'aurai donc qu'un seul adversaire: le conformisme politique et intellectuel. Le conformisme, il n'a pas besoin de présenter sa candidature, il ne présente pas de programme, mais il gouverne. Il gouverne les esprits, les hommes, les institutions européennes, les institutions monétaires. Et dans la situation de gravité extrême que connaît l'Europe, qui voit s'installer non plus la stagnation, mais maintenant la déflation. Voilà, hein, le conformisme n'a pas besoin de présenter sa candidature. Cette phrase qui pastiche celle de François Hollande dans son fameux discours de campagne au Bourget sonne un peu comme un tacle à l'égard du président. Et après cette saillie du mois de juillet, eh bien l'intrépide ministre en remet une couche, là aussi dans le monde, décidément, comme Nicolas Sarkozy fin août, à la veille du mémorable épisode de Frangy qui lui coûtera son poste. À Frangy-en-Bresse, en tout cas, la cuvée cette année a été baptisée cuvée du redressement, comme une provocation. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. J'ai demandé et sollicité du président de la République une inflexion majeure de notre politique économique. Cette journée restera comme un défi lancé directement à François Hollande et Manuel Valls. Et l'on est en droit de se demander combien de temps cela peut encore durer. Voilà, alors en 2004, il y avait le geste décide et il exécute. Là, le recadrage, hein, c'est carrément la démission du gouvernement et l'éviction d'Arnaud Montebourg. Mais c'est vrai que là, il y a encore des parallèles, hein, nous ont-il semblé, dans la manière d'occuper le terrain pour le ministre de l'économie. Alors peut-être d'abord, vous disiez tout à l'heure qu'en tant que ministre de l'Intérieur, c'était facile d'occuper le terrain, hein, sur la plage. Là, la méthode est différente. Comment vous la qualifieriez, pardon? Et est-ce qu'il y a une spécificité justement estivale? Là aussi, on profite de l'absence des autres? Ben là, on est dans des débats économiques de fond. Donc, on voit que Nicolas Sarkozy prend la parole avant un 14 juillet dans une interview dans Le Monde. On voit Arnaud Montebourg faire un discours à Bercy. On voit Arnaud Montebourg ensuite donner une interview dans Le Monde. Mais tout ça, ça ne provoque pas une crise gouvernementale. Il faut qu'il y ait une image. Il faut qu'il y ait une image d'une très grande violence, qui est celle de la cuvée du redressement, pour que ça aboutisse à une crise politique. Je pense que 2004 et 2014, c'est un petit peu différent de ce point de vue-là. Parce que Nicolas Sarkozy, en 2004, est dans une stratégie de conquête de l'UMP à l'époque. Et c'est à ça, fondamentalement, que Jacques Chirac s'oppose. Oui, et lui, il s'emploie à occuper le terrain sur tous les thèmes pour montrer qu'effectivement, il est pertinent et crédible sur tout, hein, les 35 heures, etc. Évidemment, dans la stratégie présidentielle, bien sûr. Candidat en 2017. Alors qu'en 2014, Arnaud Montebourg ne cherche pas forcément à être Premier ministre ou à être président de la République. Il peut l'avoir en tête, évidemment, mais il cherche surtout à influer et à peser sur la ligne économique. Bien sûr. Et ce débat de fond sur la ligne économique va être balayé par une image, la fameuse image que vous avez montrée de la cuvée du président. Mais ce qui est frappant quand même, Philippe Lachener, alors la question c'est pourquoi se lance-t-il? Là on voit là, ce festival de critiques qui a lieu l'été. Est-ce que là aussi c'est pour profiter, on va dire, des vacances et de la baisse de vigilance? Est-ce que c'est aussi, je sais pas, lui qui se sent plus audacieux l'été, un contexte autour de lui? Enfin pourquoi l'été? C'est quand même frappant. Vous qui connaissez bien, pardon, je précise, Arnaud Montebourg, hein, vous avez travaillé avec lui à une époque. J'ai un peu de mal émotionnellement à me dégager de cette séquence tellement je la trouve... Quel gâchis, quoi, quel désastre. Ce que je pense, c'est que, contrairement à ce que tout le monde peut dire, Bercy, le discours est extraordinairement réussi. Le discours de juillet, là, qu'il y a derrière. Oui, juillet. Et s'il ne propose pas les 3/3 en répartition à la fin du discours, il crée un truc incroyable. Parce que tout est juste et on peut tout relire aujourd'hui. D'accord, les 3/3, hein, effectivement, de répartition. On peut tout relire aujourd'hui, tout est juste. Mais c'est Arnaud. Et il y a le truc en plus. Donc ensuite, Frangy, il faut savoir qu'il veut que moi, il me dit, je vais inviter Manuel Valls. Ouais. Et si Manuel Valls vient, c'est un autre truc. Bon. Oui, Manuel Valls ne peut pas venir et lui dit, je ne viens pas. Et là, alors qu'à son niveau, il faut inviter La Fontaine, Chaubleu, qui il veut être président de la République quand même. Il invite Benoît Hamon, Aziz Hamadi, et je ne sais pas qui. Oui, mais sauf que vous avez d'un côté une stratégie lourde en se disant, je fais attention à chaque point derrière. J'occupe le terrain. Et je vois le moment où je bats en retraite. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui de toute façon a décidé de sortir à un moment. Alors après tout, ça sortira quand ça sortira. Et vous avez, pendant les vacances, des choses que personne ne peut savoir, mais ce ne sont pas les mêmes entourages qui restent.
Ce ne sont pas les mêmes entourages qui organisent Frangy. L'entourage, entre guillemets, technocratique, dit du cabinet, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, hein, l'entourage dit du cabinet est en vacances. Ceux qui sont là, c'est les politiques purs, c'est eux qui font les invitations, qui font la tribune. Ensuite, quand vous avez quelqu'un qui a une vision un peu romantique de la vie, il rentre, et ben voilà, et ça vous donne ça. Je ne sais pas du tout si j'aide beaucoup en disant ces choses-là, mais je crois qu'il y a moins de prévus et de prédictifs dans cette histoire que de... D'accord, non, mais c'est intéressant, c'est une autre explication. Il n'y a pas que les journalistes, effectivement, qui partent en vacances, on l'a dit, il y a aussi les entourages proches des politiques, et du coup, ce n'est pas les mêmes équipes, du coup, ce n'est pas forcément la même stratégie. C'est pas son cabinet qui prépare Frangy. Sur l'impact de ces images, peut-être Isabelle Vermasson et Gaëlle Slimane. Moi, j'ai envie de parler de cette fameuse phrase de la cuvée du redressement, parce que c'est vraiment une question d'image et d'été. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est à quel point il y a, en fait, d'ailleurs, je ne vais pas être la seule, il y a un manque de respect. Et ce manque de respect, il est aussi dans l'image de l'été. De cette décontraction. Cette décontraction. C'est-à-dire ce type n'a pas de cravate, il ne regarde pas la caméra, c'est comme un crachat, enfin comme une espèce de violence qui est absolument non organisée. Donc on a ce sentiment d'authenticité. Ah, c'est intéressant. Il aurait eu sa cravate, il aurait regardé la caméra. On serait dans la politique, dans la communication politique, et donc on aurait pu répondre politiquement, communicationnellement. Tandis que là, moi je trouve qu'il y a un côté vécu qui rend particulièrement fort le manque de respect. Alors, si je puis me permettre, il y a une grosse différence dans cette histoire. C'est Manuel Valls. Là, vous parlez politique. Moi, mais elle parle d'image. Isabelle Vermasson parle d'image. Et vous parlez politique, vous avez raison, les deux sont Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit non à un moment donné. Alors attendez, on a parlé des échappées solitaires estivales. On va en venir maintenant à la riposte des chefs de gouvernement. En 2013, après l'épisode désastreux dont on a parlé des vacances de 2012, l'exécutif décide d'occuper le terrain tout l'été. François Hollande, bien qu'encore en couple avec Valérie Trierweiler, part en solo et en toute discrétion. Quant à Jean-Marc Ayrault, à peine rentré de ses courtes vacances, il reçoit via le Secours populaire quelques 300 enfants qui ne partent pas en vacances dans les jardins de Matignon. Au programme escrime et djembé pour tout le monde, même pour le Premier ministre. Il n'y a jamais de vacances du pouvoir, ça n'existe pas la vacance du pouvoir. Mais qu'il y a un temps de repos pour le président de la République comme pour le Premier ministre, même s'il est court, c'est légitime, c'est même nécessaire. Mais en même temps, nous ne perdons pas de vue les affaires de l'État. J'étais en vacances avec ma femme, dans toute tranquillité, mais j'ai suivi tout ce qui se passait, évidemment, et j'ai pris des décisions. C'était le 12 août et quelques jours plus tard, le 19, l'ensemble du gouvernement interrompait ses vacances pour un brainstorming sur la France en 2025. Avant le séminaire, les ministres ont remis leur copie. Chacun a son idée sur la France dans 10 ans. L'économie française est forte et le plein emploi est un objectif à 2025 qui me paraît non seulement mobilisateur mais réaliste. Manuel Valls imagine des forces de l'ordre à la pointe d'Internet. Une police dotée de moyens technologiques nouveaux, c'est pour ça que je parle d'une police 2.0, voire 3.0, mais à la fois une police aussi de terrain. Voilà, la France en 2025 avait visiblement besoin d'un séminaire en plein mois d'août. Et ces images de ministres encore bronzés, mais cravatés cette fois, contrastées avec celles qu'on a l'habitude de voir, de rentrées plus détendues lors des traditionnelles universités d'été, comme par exemple fin août à La Rochelle pour le PS. Alors, à quoi ça sert de rentrer et de remettre sa cravate comme ça en plein mois d'août, Philippe Guibert? C'est pour montrer qu'on occupe le terrain, mais est-ce que c'est efficace? Je ne crois pas. Je pense que ça a été le contre-coup de ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'été 2012. Donc François Hollande, traumatisé par 2012, a voulu faire de l'été 2013 un été de présence du gouvernement. Sauf que ce soit le Secours populaire dans les jardins de Matignon ou que ce soit la France dans 10 ans, le 19 août, oui, c'est vrai que... ça tombe légèrement à plat et je crois que ça n'a absolument pas... Enfin d'ailleurs, ça n'a pas empêché que ça soit une des pires rentrées pour un gouvernement en 2013. Ça a tout été la fronde fiscale. C'est là où ce gouvernement s'est épuisé. Et donc cet activisme estival n'a servi rigoureusement à rien. Ça n'a pas posé les bases d'une rentrée plus apaisée. Isabelle Vermasson. On est vraiment dans l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a le désir de réagir par rapport à ce qui s'est passé en 2012. On organise la communication d'été et c'est tellement évident qu'on est dans la communication que ça a un effet contraire et qu'on a le sentiment qu'on se fiche de la tête des citoyens en leur présentant quelque chose d'aussi évidemment organisé. D'accord, pour les deux. D'ailleurs, en plus, avec cet effet un peu rentré comme ça en plusieurs étapes. Alors, on revient à Paris pour le séminaire, après on repart, après il y a les universités d'été à La Rochelle. On a l'impression comme ça qu'on n'en finit pas d'interrompre ses vacances finalement. Oui, et puis avec
effet contradictoire de la cravate par rapport à ces enfants qui sont évidemment en tenue décontractée, qui sont évidemment dans notre monde. Vous disiez que c'était bien de mettre une cravate quand on voulait se montrer à la télé. Moi, je n'ai pas dit que c'était bien ni mal, ce n'est pas mon job. Je disais que ça va faire. Et là, le message est clair. Il va tout à fait dans mon sens. Merci, Jean-Marc Ayrault. D'accord. Et du coup, ils étaient tous crevés. Oui, avec les effets. Parce qu'il faut prendre des vraies vacances quand on est des vraies vacances. Ce ne sont pas les vacances de monsieur tout le monde, mais il faut prendre des vacances quand on est au pouvoir. Et donc ils étaient crevés. La réalité est qu'ils étaient crevés, que tout ça avait suscité quelques protestations au sein du gouvernement. Et donc ça n'a pas été une bonne opération à tout point de vue. Mais d'ailleurs, ça pose la question, vous disiez, c'est bien, et Sarkozy et Valls ont construit leur image en montrant qu'ils occupaient le terrain pendant leurs vacances, mais il y a deux choses. D'une part, est-ce que quand même, mais pour la gauche, finalement, renoncer aux vacances, quand on est quand même censé être peu promoteur des congés payés, est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Et puis par ailleurs, on voyait Nicolas Sarkozy et Manuel Valls interrompre leurs vacances pour faire des déplacements. Là, c'est autre chose. Là, si on fait des vacances très courtes, on se montre pas en vacances et après, on se montre au travail. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça change? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, mais tout a déjà été dit. Ça n'a aucune efficacité en termes de communication positive. Ça ne produit rien en termes de popularité, rien de positif en termes de popularité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux interrompre ses vacances et faire quelques déplacements, c'est ça? Bah oui, et puis il vaut mieux. Et puis tout est une question de contraste. On a pris l'exemple de Valls et de Sarkozy. Dans les deux cas, ils ont essayé de faire sens sur les déplacements qu'ils occupaient. Ils étaient, on l'a dit tout à l'heure, ministres de l'Intérieur, donc ils pouvaient mettre tout cela en cohérence. Là, avoir tout un gouvernement qui vient parler de la France en 2025, alors que les Français ont en plus des problématiques à leurs yeux urgentes de court terme, c'est tout à fait contre-productif. On a le sentiment qu'on nous parle pour ne rien dire, et c'est de la communication qui se voit avec de très grosses ficelles. Donc ça n'a aucun impact positif. Voir, c'est pire que ça, parce que objectivement et sans porter de jugement, dans cette histoire, on vous ment. On vous ment. Oui, un séminaire pour travailler sur de la prospective, ce sont des gens qui, pendant plusieurs journées, se mettent dans un endroit, bossent, sont dans des salles, ils ont des paperboards, ils avancent, ils produisent. Là, un séminaire pour 2025, vous avez 18 ministres autour de la table, il y a 2 heures de réunion, ils vont parler 10 minutes. Oui, mais n'oubliez pas que ce sont des leaders d'opinion, comme nous tous, qui allons décrypter cet premier événement. Et qu'est-ce que l'on se dit? Avant même qu'on se dise c'est bien, c'est pas bien, tata, c'est juste que ce n'est pas vrai, c'est faux. Et ça, c'est un pépin. D'accord, donc en fait... On oublie toujours la hausse du niveau scolaire des Français. C'est-à-dire que les gens sont allés dans des séminaires. Les gens savent travailler, ils sont allés dans des séminaires, même quand vous êtes un ouvrier, vous êtes allé dans un séminaire pour se retrouver, pour discuter de son travail, etc. Donc ça, je crois qu'on est toujours on est en décalage par rapport à ce que sont les Français. Disons qu'un séminaire de préparation de la rentrée aurait pu avoir éventuellement un sens. Un séminaire de préparation. Un séminaire sur la France dans 10 ans, ce qui est dommage, c'était par ailleurs un beau sujet. C'était un beau sujet, oui. Mais tellement beau qu'on le mettait le 15 août, voilà. D'accord, donc il vaut mieux, en fait, si je comprends bien, autant qu'à faire, autant prendre quelques leçons de communication, des communications un peu comme ça, individuelles, personnelles, ciblées pendant l'été, qu'un espèce de gros raout gouvernemental. Et vous ne mentez pas aux gens. Et vous ne mentez pas aux gens. En ne les prenant pas pour des idiots, parce qu'ils le voient. Alors, ça pose une autre question sur cette obligation d'occuper le terrain, et ce sera le dernier extrait pour finir l'émission. Cette obligation d'occuper le terrain est-elle liée à une évolution de l'époque ou des médias? Est-elle aussi peut-être la conséquence du traumatisme de l'été 2003? Vous savez, cette année de canicule où pendant que les personnes âgées défaillaient aux urgences, le ministre de la Santé répondait à une interview en direct depuis son jardin dans le Var. Au ministère de la Santé, avez-vous sous-estimé les conséquences sanitaires de cette canicule, notamment pour les personnes âgées ? Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu de sous-estimation. Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. J'ai entendu dans les reportages qui ont été faits et qui disent très bien la chose. Ce qui est là, c'est l'accumulation de l'âge, l'accumulation de la solitude, l'accumulation du manque de soins, du manque d'attention, du manque de vigilance. Soyons un peu plus solidaires dans ce pays. Faisons attention aux personnes qui nous entourent. Alors là, on est dans autre chose, parce que c'est un peu la com de crise. Il n'avait pas prévu de parler pendant ses vacances, évidemment. Mais du coup, ça pose la question. Alors, au-delà de cette intervention qui, effectivement, on l'entend bien, est assez maladroite. Il minimise la situation. Enfin, bon, on a l'impression qu'il dédramatise peut-être un peu trop. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Vous donnerez votre avis. Est-ce que, selon vous, il y a eu un avant et un après 2003 en communication d'été? Les uns et les autres sera le tour de table de la fin. Isabelle Verramasson.
Je ne suis pas sûre que ce soit tellement une question de communication, cette affaire-là. On est vraiment dans une crise, comme dans un accident. Mais la communication de crise, on va dire. Voilà. Et maintenant, la communication de crise est très organisée, puisqu'il y a des entreprises, des sociétés qui organisent ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus difficile, parce qu'on n'a pas les éléments de connaissance pour bien communiquer. Surtout en l'été, quand les cabinets sont en vacances, on va dire, voilà, maintenant qu'on a compris que... Alors l'été, tout est évidemment encore plus important, mais de toute façon, la question, c'est qu'on n'a pas d'informations, qu'on ne connaît pas encore les conséquences, qu'on n'est pas sur place et qu'on n'est pas entouré. Donc c'est extrêmement difficile. Je ne vois pas comment Jean-François Mattei aurait pu faire une bonne communication de crise. Dans ce cas-là, vraiment, c'est impossible. Moi, je trouve qu'il s'en sort pas si mal, mais bon. Voilà. D'accord, non, mais c'est intéressant aussi, effectivement, de rétablir les choses. Philippe Guibert. Moi, il y a clairement un avant et un après 2003, et cette intervention en particulier dans la communication de crise de l'État et du gouvernement. D'ailleurs, la preuve, c'est que Marisol Touraine a multiplié les déplacements, alors même que je crois qu'on était dans une canicule moins grave en termes de température la nuit que ce qui était en 2003, et qu'on a eu des spots beaucoup moins longs, et qu'on a eu des spots télé dans le cadre des urgences sanitaires pour nous expliquer ce qu'il fallait faire en cas de grosse chaleur. Là, à l'époque, on a un ministre qui reste sur son lieu de vacances tranquillement avec son petit polo d'été et qui vous explique, qui engueule les gens pour leur dire mais soyez solidaires avec vos grands-parents et vos parents. D'accord, après ça posera la question du ministre qui se déplace partout pour expliquer aux gens ce qu'on voit aujourd'hui, comment utiliser son brumisateur. Est-ce vraiment efficace? Ça c'est une autre question aussi, puisqu'on disait qu'aujourd'hui les gens avaient peut-être du recul sur la communication, mais bon. Mais lui ne se déplace même pas, il n'interrompt pas ses vacances. Là, d'accord, peut-être qu'ils en font trop, lui, ok. Gaël Slimane. Je pense que c'est ça le principal problème de la communication de Jean-François Mattei, c'est au-delà même de ce qu'il dit, du fond. On peut le critiquer ou on peut trouver qu'il ne s'en sort pas si mal vu la catastrophe dans laquelle il est, et alors qu'il n'a pas toutes les cartes en main à ce moment-là. Mais le vrai problème, c'est que ce qu'on a répété tout au long de l'émission, à un certain moment, il faut manifester physiquement l'importance que l'on prête à un sujet en se déplaçant. Même l'été. Alors, même l'été. Alors, en l'occurrence, s'il avait pu prendre un tout petit peu la mesure de la gravité de ce qui se passait, c'est pas tellement le fond de ce qu'il a dit qui aurait pu être changé, c'est simplement la localisation. S'il avait été dans un service d'urgence et qu'il avait pris un air beaucoup plus grave, peut-être qu'en termes de communication, ça aurait été plus réussi avec le même discours. D'accord, donc on l'a dit, il faut mettre une cravate pour donner l'impression de vouloir communiquer. Philippe Henscheler, le mot de la fin et sur notamment l'avant et l'après et les leçons. Deux choses très simples. Il y a eu un reportage où Manuel Valls, Jean-Marie Le Guen, qui est médecin, Marisol Touraine, Laurence Rossignol, parce qu'elle a la famille, Ségolène de Neuville, parce qu'elle a les personnes âgées. Ils étaient 5 à visiter, je ne sais plus ce que c'était, une maison de retraite ou je ne sais pas quoi. On peut penser que c'est trop, mais quand vous voyez l'intervention de Pelloux, que personne ne relèvera, Patrick Pelloux explique qu'il y a 50 morts, 50 personnes qui sont décédées du fait de la canicule. Le truc ne prend pas, il n'y a aucune polémique, parce qu'on se dit, peut-être c'est dommage, mais que c'est que ça devait être comme ça, et que leur état de santé devait créer cela, puisque tout a été fait. Et là donc, alors que les 50 personnes annoncées à l'époque de Mattei, ça vous crée un tremblement de terre. Donc la meilleure communication de crise, c'est quand on ne gère pas la crise, mais qu'on parle avant, de façon à ce que la crise n'arrive pas. Oui, vous dites la crise, c'est souvent l'été. La crise, c'est souvent l'été, parce que voilà, c'est des occasions climatiques, ce qui se passe dans le cadre des vacances des gens. Donc l'été est une période de crise particulière. Pour cet été, d'ailleurs, entre la Grèce et puis les avancées de Daesh, on peut avoir un été assez chaud. Un été chaud et où les politiques vont peut-être devoir interrompre leurs vacances ou faire quelques déplacements pendant leurs vacances. On a dit que c'était intéressant aussi en matière de stratégie de communication. Je parle bien sûr. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Jérémy Pastor qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la montée. On se revoit la semaine prochaine à l'antenne malgré les vacances et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés.